Bonjour à tous, bienvenue sur Lyon Mac TV pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. Nous retrouvons aujourd'hui l'avocat Éric Pellet. Bonjour Éric. Bonjour. À vos côtés, l'ancien élu lyonnais Romain Blachier. Bonjour Romain. Bonjour. Et enfin, mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Le rapide sommaire du jour, impuissant sur la guillotière, Grégory Doucet ne ferait-il pas mieux de se taire? Rive droite du Rhône, Lyon peut-elle se passer d'un tel axe automobile en son sein? Bientôt des arbres fruitiers et des potagers à Lyon, est-ce un délire de bobo ou une nécessité? Et puis, ancienne usine Fagor-Brandt transformée en dépôt TCL, le pragmatisme peut-il être plus fort que la culture? Les médias nationaux se sont pris de passion cette semaine pour la guillotière, avec même des candidats à la présidentielle qui ont évoqué la situation du quartier lyonnais, ou plutôt de la place Gabriel-Péri. Oui. On ne va pas tenter à nouveau de dicter la marche à suivre à la préfecture, à la mairie. Nous avons déjà eu l'occasion maintes fois de parler de la guillotière, avec à chaque fois la conclusion qu'il n'y avait pas de solution miracle, ou en tout cas nous ne l'avons pas. Je souhaitais vous entendre, messieurs, sur Grégory Doucet, mais aussi sur ses élus, notamment la maire du 7e, Fanny Dubo, qui globalement, dès qu'ils évoquent le sujet, font l'étalage de leur impuissance, d'où ma question. Et puis on peut commencer par vous, Romain, puisque vous habitez à la guillotière. Est-ce que les écologistes de la mairie qui n'ont pas de levier suffisant ne feraient-ils pas mieux de se taire et de laisser la préfecture et la métropole s'en occuper? Alors déjà, il y a plusieurs choses. C'est que la guillotière, c'est beaucoup plus vaste, on en parlait avant plateau, que juste une place. On a très souvent la discussion sur le périmètre de la guillotière. Pour moi, mais encore une fois, mon avis, il est subjectif là-dessus. Ça va de Berthelot jusqu'à la Bourse du Travail. Pour d'autres, c'est juste une place. Enfin voilà, c'est très très compliqué. Sur la place Gabriel-Péri. Alors voilà, parce qu'à chaque fois on dit guillotière, mais la guillotière c'est quand même énormément d'habitants. C'est 30 à 40 000 habitants. C'est la place Mazagran, c'est la rue de Marseille, c'est également pour moi une partie de l'avenue Jean Jaurès, la partie nord de l'avenue Jean Jaurès, donc c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est un des quartiers qui explose au niveau immobilier, donc ça veut dire qu'il est quand même pas aussi horrible que ça, sinon les gens viendraient plus y vivre. J'ai vu l'autre jour l'intox d'une élue RN qui expliquait qu'on n'arrivait plus à louer d'appartements sur la guillotière. J'aimerais qu'elle m'indique lesquels, parce que j'ai beaucoup de potes qui veulent s'installer dans le quartier, donc voilà, j'aimerais bien le savoir. Mais en tout cas, c'est un quartier qui monte au niveau commercial et qui monte au niveau... Sur la question de l'impuissance de la mairie, bon, c'est pas nouveau que la mairie soit impuissante. Jean-Yves Sécheresse a à peu près strictement rien fait, à part créer un faux chantier au mandat d'avant. L'ancien adjoint à la sécurité, c'est pas nouveau que les gens de la mairie ne travaillent pas dessus. Jean-Louis Touraine, à l'époque, et Gérard Collomb avaient réussi, au mandat encore un peu précédent, à faire quand même quelques trucs au niveau notamment de la vidéosurveillance, qui à l'époque avait été combattue par les Verts, d'ailleurs, il faut le signaler. Les Verts d'ailleurs qui avaient aussi beaucoup d'avis. Moi j'ai parlé l'autre jour là d'une élue du 3e, Marion, qui s'était retrouvée, qui habite vers cette place, qui avait beaucoup d'avis sur le fait qu'il fallait mettre absolument rien sur la sécurité lorsqu'elle était dans l'opposition, et puis maintenant qui est extrêmement silencieuse depuis qu'elle est élue du 3e arrondissement. Donc tout ça est effectivement assez faux cul. Sur la question de l'action d'une mairie, alors il y a un truc qui est très trompeur, il y a deux choses qui sont très trompeurs dans l'action d'une mairie en matière de sécurité, c'est les séries américaines et le nom du pouvoir de police. C'est-à-dire que le maire, alors j'ai commencé par le nom du pouvoir de police, on dit que le maire a le pouvoir de police, mais ses compétences, en réalité, elles sont extrêmement limitées en France en matière de maintien de l'ordre. Il peut faire un certain nombre de choses, mais c'est extrêmement limité. Il y a une certaine, effectivement, impuissance organisée des maires. Peut-être que ça changera un jour, mais pour le moment, c'est ça. Il y a la police municipale, quand même. Oui, mais la police municipale, elle peut pas intervenir, par exemple, la nuit. La nuit, si vous voulez, par exemple, le McDo, il ferme la nuit, le casino, il ferme la nuit, et la nuit, la police municipale, elle a des difficultés à intervenir. Elle n'est pas forcément équipée pour ça. C'est effectivement une certaine problématique là-dessus. La deuxième, c'est effectivement que dans les séries américaines, on voit souvent que le maire a beaucoup plus de pouvoir de police, et on a tendance à se tromper entre ça, et à se tromper également entre la dénomination police municipale et la police nationale, qui a des pouvoirs extrêmement différents. Après, oui, effectivement, le discours de la maire du 7e sur la présence policière permanente, il est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr qu'il y ait une présence policière qui soit beaucoup plus forte, mais la loi Vigipirate, pour le moment, elle limite aussi fortement la présence policière. On ne peut pas laisser des policiers en station pendant une journée entière, et c'est problématique. Peut-être qu'il faudrait justement d'ailleurs faire évoluer ça pour avoir une présence policière qui soit vraiment régulière pendant des semaines afin d'assécher ceci. Éric, Grégory Doucet, cette semaine, a eu une petite phrase qui a fait réagir. Je vous la cite, je vous donne la citation complète. « Celles et ceux qui ont fait leur déclaration dans la presse ou ailleurs, qui laissent à penser qu'on ne fait rien, je les trouve indignes. Parce que quand je vois la mobilisation de la ville, et notamment de la police municipale, je crois qu'on doit plutôt leur rendre hommage. » Est-ce que dire que Grégory Doucet ou la ville de Lyon ne fait rien sur la place Gabriel-Péri, c'est être indigne ? Non, c'est pas être indigne, mais on n'est pas dans la réalité. C'est toujours le problème. Là, quand j'entendais Romain décrire la guillotière comme
un quartier charmant, en plein essor commercial et autres. Ben, c'est faux. C'est les chiffres. La réalité, les médias nationaux qui s'intéressent actuellement à la Guillotière, comme l'ont fait les médias locaux depuis longtemps, montrent effectivement qu'il y a de réels problèmes sociologiques au Plus point 50% de commerce en plus, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Pour qu'un casino ferme ses portes à 17h, qu'un McDo cesse de servir en salle à 15h, et qu'il y ait une multiplication des agressions, des vols, des incivilités, c'est bien qu'il y a quand même de réels problèmes. Alors, la mairie, effectivement, la police municipale ne peut pas exercer ses compétences passé 20h le soir, je crois. Elle n'a pas les moyens de police de la police régalienne. Elle ne peut pas interpeller. Elle ne peut pas interpeller, donc c'est quand même important. Alors, hier, je suis passé, comme tous les jours, c'est le chemin de mon cabinet, mais il y avait 4 cartes CRS, donc forcément, 4 cartes de CRS sur la place, le quartier est plus calme. Mais ils ne vont pas rester. Dès qu'ils partent, les points de deal se remettent en place. Cette foule bigarrée, les marchés sauvages et autres se remettent en place. Pour moi, les moyens d'un maire ou d'un président de métropole, on le voit, ils ont du pouvoir quand ils veulent l'exercer sur tout ce qui est circulation. Ils modifient quotidiennement la vie des Lyonnais sur leur pouvoir de circulation. Ils peuvent avoir un pouvoir sur l'urbanisme. Donc, dans ce domaine-là, leurs compétences sont énormes avec aussi des moyens financiers qui sont considérables. Eh bien, on part sur une restructuration du quartier. À la limite, s'il faut faire sauter la place du Pont, purement et simplement créer un bâtiment à la place, rénover les artères qui sont à côté, exproprier des petits commerces qui sont aussi des points de deal, comme des salons de coiffure ou des restaurants orientaux et autres. Mais en restructurant, c'est arrivé dans d'autres quartiers, hein, de complètement avoir une rénovation qui change la sociologie du lieu. Ça, ils peuvent le faire. Mais est-ce que ça a été envisagé une seule fois ? Aucun projet dans ce domaine. Ils sont obsédés par la circulation, et on parlera tout à l'heure de la rive droite du Rhône. Raphaël, on ne vous a pas encore entendu sur l'aspect Sur la communication de la ville. d'accord. Je pense qu'ils payent un peu leur silence dans la campagne et en début de mandat sur les sujets de sécurité. Ils étaient arrivés en disant que la sécurité, c'était une compétence nationale. Ils réalisent au pouvoir que, même s'ils n'ont pas tous les leviers, on attend le maire sur ces sujets et qu'un maire ne peut pas laisser se dégrader une situation comme on le voit effectivement à la Guillotière depuis le début du mandat. Il y a plein de raisons qui sont extérieures. Ils ont tout à fait raison de dire que c'est quelque chose qui prendra du temps, que ce sera compliqué. Donc je crois qu'évidemment, il ne faut pas qu'il se taise, il faut qu'il en parle. Le risque, c'est qu'à force de promettre que ça prendra du temps, mais que nous, les écologistes au pouvoir, on est capable de le gérer à long terme, c'est qu'on fasse le bilan à la fin du mandat et qu'on se rende compte que ça n'a pas tant évolué que ça, c'est des sujets qui sont compliqués. Donc pour répondre à votre question, évidemment, il ne faut pas qu'il se taise. Et je pense qu'il s'est trop tu jusqu'à présent. Il n'échappera pas, à mon avis, à mettre en œuvre des stratégies aussi de communication, comme mettre des policiers beaucoup plus régulièrement, comme ou rénover la place. Rénover la place, mettre des aménagements provisoires. Mais il faut qu'il montre qu'il agisse. Oui, mais restructuration de la place, destructuration de la place. Oui, effectivement, la solution, elle peut être tout à fait urbaine au niveau de tout ça, quoi. Parce qu'effectivement, c'est aussi la forme de la place qui renforce encore la dégénérescence de la situation. Et ça, c'est le long terme, et à court terme, il faut communiquer. Bien sûr. Allez, je vous propose de passer au second sujet. Nous sommes en pleine concertation à Lyon. L'une d'entre elles concerne le grand projet de requalification de la rive droite du Rhône, une sorte de pendant des berges, mais côté presqu'île donc, avec son lot de piétonisation, de végétalisation et donc de diminution de la place de la voiture sur les quais Gailleton, Jules Courmont, Jean Moulin. Bruno Bernard et Grégory Doucet ont annoncé dans une interview au Progrès cette semaine que le maximum de voies de circulation à l'avenir, ça serait du 2x2 voies, alors qu'on monte souvent à 2x4 aujourd'hui. Eric, est-ce qu'on peut se passer du dernier axe rapide du centre-ville lyonnais ? Absolument pas. C'est très inquiétant. D'ailleurs, leurs photos dans le Progrès, je les trouve tous les deux inquiétants, avec un sourire qui s'adresse aux Lyonnais au-dessus d'une rive droite vide de voitures, en disant, vous voyez, on continue. Et on va vous emmerder jusqu'au bout. C'est ça leur politique. C'est déjà actuellement l'enfer pour circuler sur rive gauche et une partie de la presqu'île. Et ça, c'est vraiment l'axe roulant qui permet de traverser la ville. Pourquoi ils le font ? Alors, c'est sur leur doxa écolo, monoxyde de carbone, etc. Moi, je rappelle quand même, et ça a été rappelé suite à la COP26, que la France est quand même le bon élève. On est 30e pays à peu près industriel en matière d'émissions de carbone. On est le pays d'Europe qui émet le moins de monoxyde de carbone. La place de Lyon, c'est surtout la vallée chimique qui est à peu près à 30, 35, 40%
Ça, par contre, ils n'en parlent jamais. Ils sont obsédés. C'est des gens ils ont une monomanie de la voiture, du particulier. Et c'était le sujet sur lequel est intervenu Bruno Bonnard cette semaine, donc on ne peut pas dire qu'ils n'en parlent jamais. 80 millions d'euros investis pour rénover l'industrie. Oui, enfin bon, en tout état de cause. À un moment, on ne peut pas fermer une ville, la claquemurer et empêcher la circulation des voitures. Il y a 16 millions de Français qui utilisent tous les jours leur voiture pour aller travailler. Bien sûr que les urbains qui sont en ville, ils peuvent prendre les modes de transport doux et tout, mais ce n'est pas les seuls. Il y a aussi une agglomération. Il y a des gens qui même vivent en ville, mais qui ont besoin de se déplacer avec des matériels ou des enfants, etc. Donc vraiment, à chaque fois je le dis, ils ont la légitimité de la loi électorale, puisqu'ils ont été élus. Ils n'ont pas la légitimité politique à 17% des inscrits, 50 000 votants sur 250 000 inscrits, pour modifier, dans des conditions aussi importantes, la vie quotidienne des Lyonnais. Pourtant, on voit que la concertation a débuté dans un esprit plutôt positif et favorable, contrairement au téléphérique où c'est beaucoup plus compliqué. Je ne crois pas à la concertation avec des gens comme Doucet ou Bernard, c'est de la trappe gogo. Ils font semblant de se concerter et à la sortie, leurs décisions qui étaient prises depuis plusieurs mois sont appliquées. Raphaël, l'un des arguments pour tenter de rassurer les automobilistes, c'était de dire « Vous inquiétez pas, quand la ville de Lyon passera en ville 30 au 30 mars 2022, cet axe-là, les quais resteront à 50 km/h. Mais si on passe en 2 fois 2 voies, et notamment au début où il restera quand même beaucoup de voitures, personne ne roulera à 50 km/h sur cet axe. » Ah mais c'est une vraie révolution pour le coup urbaine, c'est sûr. Moi j'ai l'impression d'entendre un peu exactement le discours de Dominique Perben quand Gérard Collomb avait proposé sur l'autre côté du Rhône de supprimer ces stationnements qui étaient très utiles, qui étaient très utilisés par les Lyonnais. Et c'est vrai que quand il les a supprimés, beaucoup de gens se disaient mais comment on va pouvoir continuer à vivre en ville, garer sa voiture, vraiment supprimer tous ces parkings pour les remplacer par des aires pour les piétons, pour les cyclistes, c'était une petite révolution. Il a fallu un certain courage à Gérard Collomb à l'époque pour le faire. Et c'est ce qui a permis sa réélection, d'ailleurs, on l'a dit, à la fin du premier mandat. Et je pense que, vous avez beau dire 17%, etc., il y a quand même une attente de la part des Lyonnais à voir cette autoroute urbaine qui passe vraiment en plein centre-ville, en pleine zone UNESCO, qui est quand même une erreur historique, qui a fait 50 ans qu'on se la paye. Que les écologistes fassent quelque chose là-dessus et redonnent un peu aux habitants du centre-ville des espaces verts, des espaces piétons, des espaces cyclistes. Il y en a assez peu pour le moment, c'est une partie qui est très minérale. Donc je pense qu'ils sont très attendus. Moi, je suis incapable de vous dire si, on peut, avec une 2 fois 2 voies, la ville est totalement paralysée ou est-ce que ça fonctionnera parce que les gens trouveront d'autres moyens de contourner. On peut regarder ce qui se fait de l'autre côté. Sur la rive gauche, on a 3-4 voies maximum, et où c'est tout le temps bouché. 3 voies. 3 voies. Non, c'est pas bouché sur le quai. Bah, honnêtement, ça roule. Ça fait une vingtaine d'années que je circule à Lyon. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai compris que circuler à Lyon, c'est quand même très compliqué. Est-ce que ça allait bien pire aujourd'hui ? Je ne suis pas tout à fait convaincu. C'était quand même déjà catastrophique il y a 20 ans. Est-ce que la voiture est une solution en centre-ville pour transporter des gens qui vont travailler ? On le sait, partout dans le monde, non, ce n'est pas une solution, ce n'est pas ce qui marche. Alors que le vélo, la marche à pied, sont des solutions de transport qui sont de toute façon beaucoup plus efficaces. Donc, dire que ça va être l'horreur, sans doute, et je pense que pendant tout le mandat, on va regarder l'effet des aménagements des écologistes. Je pense que ça va être, à mon avis, le point de fixation de ce mandat-là, en fonction de si ce sera perçu comme une réussite ou comme un échec, pourra se jouer les prochaines municipales. Romain, vous êtes enthousiaste par rapport à ce projet ? Il faut mettre le paquet ? Moi, plutôt oui. J'ai habité pendant très longtemps justement à la hauteur de la Guillotière sur le quai Claude Bernard. J'ai vu les aménagements progressifs qui s'y faisaient, comment ça a transformé profondément aussi la manière de vivre, les commerces en proximité, la convivialité. Sur la question des 50 km/h qui nous sont promis d'être maintenus, je pense que par contre ça c'est une fausse promesse parce que de toute façon on ne roule pas en réalité à 50 km/h sur cette voie-là. La vitesse en ville, elle est... Alors il ne s'agit pas de la vitesse... Sous la trémie de l'Hôtel-Dieu, on peut... Oui, il y a des endroits, oui. À part la trémie de l'Hôtel-Dieu, je veux dire globalement tu rouleras jamais à 50 km/h sur cet endroit-là et à la limite tant mieux parce qu'est-ce que c'est une véritable... Il y a des espaces où on peut rouler plus vite, mais il y a des espaces où on peut rouler plus vite, assez aberrant en plein centre-ville. Oui, c'est exactement ce que je veux
dire, les seuls espaces dans lesquels on aura encore le droit de le faire, là, pour le coup, je les trouve un petit peu timides sur ce point, un tout petit peu. Sur la question de la rive droite et du réaménagement, faut pas oublier que c'était dans le programme d'à peu près tout le monde, aux élections municipales. C'est vrai. Monsieur Blanc l'avait, Gérard Collomb l'avait, j'imagine que Kepenekian l'avait également. Et il donnait Tout le monde davantage de place à la réappropriation du fleuve. Mais Sur oui. des Alors que berges. là, on est C'est surtout des berges. sur du... Des berges, rive sur droite. les Voilà, berges. Là, on est vraiment sur l'axe routier. Oui, on est sur On parle pas trop du fleuve. Alors oui, c'est vrai que j'ai trouvé aussi que le fleuve était un peu le grand oublié, mais apparemment il y a quelques autres projets qui vont sortir au niveau fluvial. Apparemment. Il y aura des joutes. Mais oui, il n'y aura pas que des joutes. Il y aura aussi il y aura des joutes. le transport fluvial, c'est un peu à Lyon, le serpent de mer, tout le monde en parle, et après ça se fait pas vraiment. Mais ça, peut-être que ça va changer. Mais en tout cas, cette rénovation, ce réaménagement, quand je vois les groupes d'opposition qui braillent à ce sujet, ils avaient tous dans leur programme le réaménagement de la rive droite, avec parfois même des propositions, parfois encore plus radicales sur la voiture. Sur la circulation. Alors, j'ai pas tous les détails du projet de Monsieur Blanc sur le sujet, mais il y avait tout à fait un projet aussi également de limitation de la voiture et de réaménagement sur la rive droite. Et celui de Colomb était comparable à celui qui est en train d'être mis en place par les... Ah, celui de Colomb, alors là, pas de problème. Vous pouvez aller vérifier, vous verrez, c'est le même que les Verts. Je ne sais pas qui a copié qui d'ailleurs là-dessus. Vérifieront, qui checkeront ça. On checkera ça. Éric, simplement pour conclure sur le sujet, vous, dans l'idée, vous auriez préféré une requalification parce que cet axe, finalement, il est laid, personne n'y passe à pied. Il faut faire quelque chose. Vous auriez laissé les voies de circulation en l'état et vous auriez fait quelque chose sur les berges ? Nous héritons d'un urbanisme des années 60. C'est comme l'échangeur à côté de la Perrache. place Carnot. Oui, bon, 60 ans après, on peut peut-être faire quelque chose, non ? Ben oui, mais bien sûr, mais ça aurait pu être fait. Qu'est-ce qu'il Ça n'a faut jamais faire, été alors fait par aucune municipalité. À la limite, j'aurais préféré que les écolos Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? S'occupent de l'échangeur et restituent la place Carnot à la ville de Lyon. C'était prévu qu'on le fasse. Il y a 10 ans, c'était la promesse de la région. La voie sur cette voie rive droite, on l'appelle encore l'axe nord-sud. Ouais. L'axe nord-sud, il s'arrête à peu près quand on sort de la trémie de l'autoroute. Et après, on est sur une voie interne à la ville. Alors effectivement, c'est une voie qui avant, il y avait 3 voies, on va tomber à 2. Mais on ne peut pas aller en dessous, c'est pas possible. C'est vraiment l'axe qui permet aux Lyonnais et aux visiteurs qui arrivent à Lyon de traverser la ville et de se répartir après, soit presqu'île, soit rive gauche. Donc ça peut être amélioré sur un plan, on va dire peut-être circulation, rénovation de l'asphalte et autres. Mais si on veut réduire ça à une voie, c'est une ville qui va être bloquée purement et simplement du matin au soir et les gens ne pourront plus rentrer. Donc, à un moment, il faut être réaliste. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque de Michel Noir où on se disait « mais c'est pas possible, il faut laisser les voies de circulation place des terreaux parce que sinon on ne pourra plus traverser la ville, par où on va passer ?» Effectivement, ça avait été très compliqué. On avait bloqué le passage. C'était les habitudes, on desservait le centre-ville en voiture. À un moment, quand vous mettez tout en zone 30 et qu'il y a des rues qui deviennent piétonnes, de part et d'autre, pourquoi pas ? D'ailleurs, on le voit, ça fonctionne. Mais il faut des axes traversants. Toute ville a besoin d'un axe traversant. Bon, je vous propose d'avancer sur notre troisième sujet du jour qui concerne la ville comestible. C'est comme cela qu'a été baptisé le plan de la mairie pour refaire le lien entre les gens urbains et la nature. Concrètement, 1,2 million d'euros vont être dépensés pour enlever du béton, tester les sols, planter des potagers et 1400 arbres fruitiers en pleine ville, avec l'objectif évidemment que ce fruit des récoltes soit consommé par les Lyonnais. Alors Romain, vous êtes régulièrement accusé par certains de nos lecteurs d'être un bobo. C'est l'idée du siècle. J'assume. C'est l'idée du siècle, selon vous, d'amener la campagne en pleine ville. Alors, je suis un bobo peut-être sur la partie bourgeoise du mot bobo, probablement beaucoup moins que certains lecteurs planqués dans leur château à Sainte-Foy. Mais par contre, effectivement, oui, non, le vocable bobo me va relativement pas trop mal. Non, au contraire, moi, je vois les habitants des quartiers de la Croix-Rousse, du 7e même, y compris du second, énormément de gens qui sont très très contents que leurs gosses puissent aller voir un peu comment poussent les plantes, même d'ailleurs y compris dans les quartiers populaires. Vous prenez à la Duchère, les gens n'ont pas de résidence de campagne, contrairement à certains lecteurs agressifs, et du coup ils n'ont pas la possibilité d'aller voir un petit peu des petits coins de nature, comment ça fonctionne un arbre fruitier. Moi je trouve que c'est une excellente idée au niveau pédagogique. Tout le monde dans cette campagne, encore une fois, avait proposé de planter des arbres. Je veux dire, je me souviens du programme de M. Blanc sur ce point, du programme de M. Collomb sur ce point, du programme de M. Kepenekian sur ce point. Tout le monde avait prévu de planter des arbres, tout le monde avait prévu de rajouter
du potager, moi je trouve que il y a quand même, je comprends pas trop la question qui est un peu agressive justement sur le fait est-ce que c'est un délire bobo ou pas. C'est pas un délire bobo de rajouter des arbres fruitiers à Lyon, pourquoi pas. Il y a besoin d'un peu de verdure dans cette ville, elle manque justement d'arbres. Voilà, de toute façon, vous prenez, dans un certain nombre de cas, ça a été dit par tous les camps, qu'on n'a pas assez d'arbres à Lyon et qu'il faut en planter davantage. Si certains de ces arbres, ils peuvent produire des pommes, des poires ou autre chose, je vois pas où est le mal. Si ça peut servir à l'éducation des petits Lyonnais, je vois pas où est le mal. Je comprends pas qu'il y ait débat là-dessus, en fait. Éric, est-ce que vous êtes plutôt partisan de prendre sa voiture pour aller à la campagne, plutôt que la campagne qui vienne à vous? Non, il ne faut pas être caricatural. Moi, je ne suis pas du tout opposé à un projet comme ça de plantation d'arbres fruitiers, d'arbres qui créent de l'ombre aussi, de jardins potagers. Aucun problème. Ce que je crains, parce que ce qui m'interpelle toujours chez les écolos Doucet et Bernard, c'est qu'à la fois, c'est des gens extrêmement cyniques par rapport à la voiture, l'usage de la voiture par les gens, et en même temps très naïfs. Et ils verront que l'incivilité, malheureusement, qui règne maintenant dans nos sociétés et nos villes modernes, probablement se dirigeront sur les arbres fruitiers et sur les jardins potagers qu'ils auront plantés, parce que maintenant, il y a un défaut de respect, justement, par les urbains de ce genre d'espace. Raphaël, on en parle comme d'une révolution, mais au final, des jardins partagés, il en existe déjà, il y en a déjà beaucoup. Plusieurs. Et qui sont, je sais pas vous, mais moi quand je passe devant, c'est surtout des seniors, des retraités qui s'en occupent. Oui, il n'y a pas un vrai engouement pour des Lyonnais. Ça marche pas si mal, et en termes d'incivilité, globalement, ça marche pas si mal. Sur les jardins ouvriers, ils sont quand même protégés, les gens sont... Les jardins ouvriers ou les jardins partagés ? C'est des espaces en pleine ville, laissés effectivement très bien, hein, ça fait des poumons verts, c'est super. Mais moi je crains malheureusement que la doxa de l'incivilité qui règne dans les grandes cités s'attaque à ces espaces. Plantons des arbres fruitiers place du Pont. Ça serait peut-être une bonne idée. Il faudrait poser la question à Étienne Blanc, puisque lui était beaucoup plus ambitieux en matière d'arbres. Il voulait 100 000 arbres. Canopée, Il voulait une canopée. Il proposait même de distribuer des végétaux aux habitants pour les mettre sur leur balcon, dans leur jardin, etc. Qu'est-ce qu'il était beau. Canopée, ça peut être très très bien. Ça aurait été quoi, des bonsaïs? Simplement, vous parliez de l'incivilité potentielle, mais il faut dire aux gens que déjà, il existe dans chaque arrondissement des vergers urbains qui ont été plantés depuis le début du mandat. On n'a pas eu de retour de dégradation, de vol, ce genre de choses. Ça a l'air de bien fonctionner. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Moi, je ne les ai pas vus. Ils sont situés où? Ils sont un peu cachés. Il y en a un par arrondissement, un ou deux par arrondissement. Donc, Viens à la Guy, je vais te montrer. Non, mais c'est vrai que par contre, les arbres fruitiers, ça pose des questions qui sont celles d'un entretien. C'est-à-dire qu'à partir de remettre des cerisiers en centre-ville, il va falloir les ramasser parce que sinon vous avez des cerises par terre, vous avez des déchets et vous avez des problèmes en ville. Donc ça veut dire quand même qu'il faudra du personnel pour s'en charger. Ils imaginent des solidarités de quartier, qu'éventuellement il y ait des récoltes et que ce soit des récoltes qui soient mises à disposition de ceux qui les voudraient. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles à inventer, mais effectivement, il va falloir l'organiser. Mais ça marche, les solidarités de quartier. Avant qu'il y ait des composts qui soient faits par la municipalité, par la métropole, les compostiers, c'était très souvent dans les quartiers issus de la solidarité de quartier. Donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas aussi sur ces arbres fruitiers. Mais je suis d'accord avec le fait qu'il va falloir les organiser. Sur la question des jardins partagés, c'est quelque chose effectivement qui n'est pas nouveau, qui avait même été doublé par Gérard Collomb en son temps. Et il y a effectivement beaucoup de seniors, parce que les seniors ont un peu plus de temps à la retraite, mais il y a surtout une énorme file d'attente dans les jardins ouvriers. Moi, je vois ceux de Gerland, il y a énormément de gens qui voudraient avoir leur espace, mais où il y en a pour le moment pas assez. Allez, terminons avec un sujet culturel, puisque la métropole de Lyon a confirmé cette semaine une information qui avait déjà fuité déjà depuis quelques temps. Les anciennes usines Fagor-Brandt dans le 7e arrondissement qui deviendront, à l'horizon 2026-2028, un centre de remisage et de maintenance pour le Citral. Double problème à cette décision. Aujourd'hui, ce site est dédié à la culture, avec l'accueil des nuits sonores. Il y a eu la Biennale d'art contemporain, le Lyon Street Food Festival. Et puis la mairie de Lyon n'était pas franchement d'accord, ni au courant. Romain, vous êtes ancien élu du 7e, très attaché aux questions culturelles. Est-ce que c'est étonnant de la part des écologistes de sacrifier un tel lieu sur l'autel du pragmatisme ? Surtout, c'est un mensonge électoral. Parce qu'en fait, lorsque vous prenez le programme, là, vous voyez, plusieurs fois, je suis revenu au programme des uns et des autres. Mais quand vous prenez le programme de Fanny Dubo et de Grégory Doucet sur cette halle, spécifiquement sur ce lieu,
Tout simplement, l'idée, c'était de faire un lieu culturel et dédié à l'économie sociale et solidaire. C'était ça, le programme. C'est ça qui est noté noir sur blanc dans le programme des écologistes en ce qui concerne précisément Fagorbrandt. Et là, ce qui est actuellement proposé comme alternative à Fagorbrandt, c'est un foutage de gueule intersidéral, c'est-à-dire de mettre les Nuits Sonores, la Biennale et un certain nombre d'autres événements à la Mulatière. Sauf que ce site de la Mulatière, il est extrêmement mal desservi en transport en commun, donc il faut nous expliquer comment on va desservir correctement des événements qui sont gigantesques. Deuxièmement, je ne crois pas que la maire de la Mulatière y soit extrêmement favorable, je ne sais pas si elle a été consultée là-dessus. Troisièmement, il y a un problème de temporalité, parce que pour que ce lieu soit opérationnel, il va falloir 3 ou 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait pendant 3 ou 4 ans de la Biennale? Qu'est-ce qu'on fait pendant 3 ou 4 ans des Nuits Sonores? Qu'est-ce qu'on fait pendant 3 ou 4 ans d'un certain nombre d'événements, le Lyon Street Food Festival également, et puis d'autres encore qui étaient prévus sur ce lieu? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, pour le moment, il n'y a pas de réponse sur le sujet. Il y a eu aussi un couac visiblement interne à la majorité, parce que Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture de Lyon, n'a pas été prévenue. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est une énorme... Après, c'est mon prisme culturel, mon prisme bobo, si vous voulez. C'est mon prisme culturel, mais je trouve la décision extrêmement choquante. Parce que, pour une fois qu'on a un endroit qui est plutôt isolé, même s'il y a quand même quelques problèmes de riverains qu'il faudrait résoudre un peu plus. Mais je veux dire, globalement, pour une fois qu'on a un espace qui est bien, qui est correctement desservi, qui est suffisamment vaste pour faire des grandes choses, on casse l'outil pour en faire un dépôt de véhicules à essence. C'est pas très écolo, ça, les gars. Éric, c'est le premier consensus de la journée pour... 100% d'accord avec Robin. C'est vraiment regrettable. C'est un peu quand même une défaite de Nathalie Perrin-Gilbert. Depuis 1 an et demi, finalement, qu'ils sont au pouvoir, on n'a pas eu d'avancée sur des projets culturels forts. Il y a eu le fonds de soutien qui était important après. Oui, mais la remise en cause des scènes découvertes aussi qui était bien. Ça, c'est la subvention. Alors, toutes les mairies, Colomb a énormément distribué de subventions culturelles et autres. Lyon est une ville riche, elle peut se le permettre. Mais le projet, c'est effectivement la cristallisation sur un lieu d'énergie culturelle. Et là, Fagor avait trouvé sa place. Moi, je suis très amateur d'art contemporain depuis des décennies, et on a vu, en France même, qu'effectivement, des sites néo-industriels étaient vraiment des enveloppes parfaites pour l'art contemporain, pour des performances, pour des ballets, pour des concerts. Et vraiment, c'est une erreur de choix regrettable, parce que je suis désolé, avec toute la ceinture périphérique lyonnaise, un centre de remisage de bus, on peut en trouver, franchement, c'est clair. facilement. Donc, erreur à 100%, erreur de choix à 100%. Raphaël, c'était mal accueilli, ça, dans le monde culturel, cette annonce? Oui, après, dans l'essence des Nuits Sonores, dire que les Nuits Sonores ou la Biennale d'art contemporain sont toujours installés dans des lieux industriels en reconversion, et c'est des installations qui étaient provisoires. Donc finalement, dans l'essence de ces projets-là, que ces grands événements s'installent dans d'autres lieux, c'est plutôt la cohérence de ce qui a été fait depuis 20 ans, intelligemment, et qui nous a permis de rénover un certain nombre de quartiers. Mais là, tout à fait. Après, la question, c'est plus effectivement sur centre Fagorbrandt. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait un équipement qui permettait une vie culturelle forte dans un quartier où il n'y a pas énormément d'autres équipements. Je ne suis pas sûr que Nuits Sonores ou même la Biennale d'art contemporain soit très en résonance avec le quartier. Ça mettait l'accent sur... Ça faisait venir toute l'agglomération là, mais ce n'est pas forcément au quotidien un équipement qui était très utilisé. Un spot parmi d'autres spots. Mais il y a plein de choses qui auraient pu effectivement être faites en résonance avec l'évolution de Gerland. En tout cas, pour avoir fait à l'époque des réunions de médiation avec les habitants du quartier, alors oui, évidemment, certains étaient dérangés par le bruit et tout ce que ça pouvait amener comme nuisance, mais au fur et à mesure des années, j'ai fait, 4 ou 5 fois des réunions de médiation, le temps d'un mandat, quoi. Entre les Nuits Sonores et les habitants de Gerland, je voyais la population changer, même l'attitude. Alors même si toujours, des gens étaient bien sûr dérangés par les nuisances, je ne vais pas mentir dessus, mais il y avait de plus en plus de la population qui venait justement aux Nuits Sonores, qui était intéressée par faire des synergies. Je trouve que les synergies de ce que je trouve triste, c'est que commençaient à se construire. Ce qui est triste, c'est que ce qui a été construit à Fagorbrandt,
disparaissent, alors que ce qui avait pu être construit dans d'autres points de l'agglomération, il y a toujours une certaine continuité. Je pense Bien à la sûr. piscine, je pense à la confluence, où effectivement il y a des équipements, il y a toujours de la culture, Bien et des équipements, même d'ailleurs Nuit Sonore d'une certaine manière est toujours un peu présent dans ces lieux-là. Donc là, à Faubourg-Brandt, c'est sûr que c'est pas simplement un dépôt de bus, puisqu'il y aura une cinquantaine d'emplois pour du maintien, donc on nous dit ça refait de l'emploi dans le quartier. Ailleurs, dans la métropole. Hein. Alors, il n'y a pas autant de foncier déjà minéralisé, déjà pollué, entre guillemets. C'est pas incohérent comme choix, mais sur le point de vue culturel, c'est une occasion gâchée. Oui. Et Romain, simplement pour finir rapidement, ce quartier, si on prend vraiment le quartier de l'Artillerie, qui est un peu bizarre, il y a la décharge, la fourrière, les militaires, les prostituées. Le théâtre du Croiseur. Finalement, oui, certes, mais finalement, on voyait que les usines Fagor-Brandt tiraient un peu tout ça vers le haut avec l'arrivée du tramway. Ce départ, pour qu'au final on y mette des véhicules à la place, est-ce que ça ne va pas refaire tomber ce quartier dans un espèce de marasme Mais ça, alors un marasme, il ne faut peut-être pas exagérer, c'est quand même un quartier avec beaucoup d'entreprises dynamiques, mais effectivement, c'est un quartier qui manque un peu de vie pour le moment, et effectivement, c'est quelque chose qui tirait les choses vers le haut. Là, effectivement, je suis sûr que... et puis même, ça mettait aussi un petit contraste, vous voyez, c'est un quartier quand même qui reste un peu industriel, qui reste un peu gris, qui reste un peu comme ça, et justement, y mettre un peu de fête, y mettre un peu d'art contemporain, y mettre un certain nombre d'événements sur la nourriture, y mettre de la sociabilité, c'était justement un petit peu de couleur dans un ciel gris. Et effectivement, effectivement, oui, le street food a bien marché. C'est effectivement une catastrophe. Moi, je trouve vraiment dommage que déjà la mairie le fasse sans forcément qu'il y ait vraiment de débat. Moi, je serais la maire du 7e, Fanny Dubo, je serais vraiment assez triste pour le sud de mon arrondissement. Et voilà, je trouve... Enfin voilà, à part le monde culturel, je trouve qu'il n'y a pas eu de grosse mobilisation dans ce sens-là. J'espère en tout cas que également il y a eu une réflexion pour pouvoir relocaliser, parce que même en dehors de ce qui concerne Gerland, même en dehors de ce qui concerne le site de Fagor-Brandt, il n'y a pas pour le moment de solution de rechange. L'autre jour, j'ai échangé la semaine dernière avec un vice-président du Grand Lyon. Il m'a parlé de ce qui concernait donc les solutions de remplacement. Aucune d'entre elles n'est opérationnelle dans les délais nécessaires. Aucune. Très bien. Merci pour vos avis éclairés. L'émission se termine. Merci pour votre fidélité également. L'actualité se poursuit évidemment sur lyonmac.com. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau numéro de Lyon Politique.